Vous avez tous entendu au moins une fois dans votre vie le terme thug, thug life. À l'ancienne, quand il y avait des petites lunettes qui apparaissaient, pour les plus anciens de YouTube. Mais d'où vient ce terme thug? Ça ne vient pas forcément de l'anglais précisément, mais ça vient d'Inde. Figurez-vous que les thugs, ou plutôt les thuggis on appelait, eh bien c'était une confrérie d'assassins. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, cette confrérie de thugs, ces indiens meurtriers dans les années 1800-1700 qui instauraient une peur incroyable, et vous allez voir leur histoire, elle est complètement folle. Les thugs en Inde, ils sont également appelés les thuggis. Alors, je sais pas comment on prononce ça, mais on écrit comme ça, T-H-U-G-G-E-E. Thuggis. Et donc c'était un groupe organisé d'assassins professionnels qui opérait principalement entre le 18e et le 19e siècle. Et donc le terme thug, il vient du mot sanskrit shtanga, ou shtaga, shagat. Non, ça veut dire il pleut dans le sud. Et ce terme shtaga, il veut dire dissimulation ou tromperie. C'est devenu le synonyme de la criminalité violente et organisée dans l'histoire indienne. Souvent considéré comme l'une des premières mafias au monde, les thugs, ils se distinguaient par leur assassinat rituel mené en l'honneur de la déesse hindoue Kali, qui est une figure de la destruction et de la renaissance dans l'hindouisme. Mais voyons un petit peu en détail l'organisation et les méthodes criminelles de ces jeunes thugs complètement fous. Donc les thugs n'étaient pas de simples bandits de passage, ils étaient hautement organisés et ils structuraient leurs crimes de manière très méthodique. Ils s'infiltraient dans des groupes de voyageurs, gagnaient leur confiance pendant des jours, voire des semaines entières, et finissaient par les attaquer soudainement pour les assassiner. Toujours se méfier des gens avec qui tu voyages, que tu connais pas. Il y a tellement d'histoires sordides de gens qui partent à l'autre bout du monde avec d'autres personnes qu'ils ont rencontrées sur internet, et il se trouve que, en fait, ce mec-là, c'était un tueur. Ils avaient une méthode bien précise pour supprimer les voyageurs avec lesquels ils voyageaient, justement, c'était avec un mouchoir qu'on appelait un rhumal. Je sais pas si le terme rhume vient de ce mouchoir de thug. Cette phrase n'a aucun sens. Donc avec un petit mouchoir, ils venaient étouffer les gens. Et donc cette méthode extrêmement discrète et sans effusion de sang, elle leur permettait de tuer rapidement sans attirer l'attention, évidemment. Les thugs, ils fonctionnaient en équipe où chacun jouait un rôle très spécifique. Certains membres étaient chargés de repérer les victimes potentielles et de les séduire avec des mots rassurants, tandis que d'autres agissaient en tant que guetteurs ou exécuteurs. Et donc après les attaques, les victimes, elles étaient soigneusement enterrées, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas ça à la crasso. La crasso? Ils faisaient pas ça en mode schlag, enfin en mode thug, enfin si un petit peu du coup, mais ils laissaient pas les cadavres traîner, c'est ce que je veux dire, du coup ils les enterraient proprement. Si on peut parler de proprement. Tout ça évidemment dans le but d'effacer les preuves. Ça assumait qu'à moitié quand même, Thug mais pas trop. Cette organisation très rigoureuse et leur capacité à opérer dans le secret le plus total ont permis aux thugs de perpétrer des milliers d'assassinats sur plusieurs siècles. Certaines estimations, bien que difficiles à vérifier, avancent même le chiffre terrifiant de 2 millions d'assassinats commis par les thugs. Notez que la majorité des thugs étaient des hindous, comme on a pu le voir. Mais il y a certains historiens qui pensent qu'ils auraient pu descendre d'autres religions monothéistes. Donc leur adoration pour Kali, elle constituait le cœur de leur motivation, donc ceux qui étaient hindous. Ils croyaient que tuer au nom de cette déesse était une forme de service religieux, ce qui aidait d'après eux à maintenir l'équilibre entre le bien et le mal dans l'univers. Le fait de supprimer des gens, ça restaurait un petit peu l'équilibre. Je sais pas. Cependant, leur foi, elle était teintée de superstitions très particulières. Oui, parce que faut savoir que les thugs avaient des règles extrêmement strictes. Les brahmanes, qui étaient considérés comme purs dans la société hindoue, ne devaient surtout pas être tués, tout comme les malades ou les femmes. Les thugs, ils voyaient les femmes comme des incarnations de Kali, donc leur déesse, et donc ils les épargnaient des meurtres rituels. Ils possédaient également un langage secret qui s'appelait le ramassis. Pas le ramassis de conneries. Ce langage que seuls les thugs utilisaient leur permettait de se reconnaître, un petit peu comme les francs-maçons. Quand il y a deux francs-maçons qui se croisent, ils font comme ça, on le sait tous. Il y a toujours un petit triangle comme ça qui sort d'une poche. Bah eux, ils avaient leur ramassis en langage. L'adhésion à la confrérie des thugs, elle se faisait souvent par des liens familiaux. Les enfants, principalement les garçons, suivaient les traces de leur père et rejoignaient le groupe. D'autres étaient recrutés comme apprentis sous la tutelle de voyous plus expérimentés, ou encore récupérés parmi les enfants des voyageurs qui avaient été tués. Ces derniers, ils étaient récupérés et formés pour devenir les futurs thugs, la génération d'après. Donc tu étais thug comme ça un petit peu de génération en génération. Bon, des fois tu te faisais kidnapper, toi t'étais là, tu voyageais en train tranquille, t'as tes parents, ils se faisaient fumer, tu finissais en thug life en Inde, je ne sais où. Et donc cette continuité générationnelle, si vous me permettez le terme, elle permettait une cohésion de groupe très puissante, puisqu'en quelque sorte, c'était une grande famille.
Le règne des thugs, il va prendre fin au 19e siècle, lorsque l'Empire britannique en Inde a décidé d'éradiquer ce fléau. On peut parler de fléau, parce que quand t'as des gens qui assassinent d'autres gens de manière totalement gratuite, ce sont des fléaux. Les Britanniques qui avaient établi leur autorité sur le sous-continent, comme ils l'appelaient, ils considéraient évidemment les thugs non seulement comme des criminels absolument dégueulasses, mais aussi comme une menace pour l'ordre public, mais également, ils avaient peur pour leur propre invasion de l'Inde, parce qu'un groupe aussi puissant face à des colonies, ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir des milices, des trucs comme ça, donc forcément, on va tenter de les éliminer. C'est toute la beauté du colonialisme, vous me direz. C'est une blague, hein. L'interdiction et la suppression officielle des thugs, elle a commencé dans les années 1830, avec la promulgation de la loi, le Thuggee, mais également le Dacoity. Je sais pas comment on prononce. Ça s'écrit comme ça, D-A-C-O-I-T-Y. Dacoity. C'est un autre terme pour désigner ces jeunes bandits fous des routes. Donc les autorités britanniques, elles ont utilisé diverses stratégies pour mettre fin aux activités des thugs. Parmi elles, l'offre de récompense pour les informations sur les membres du gang a incité certains thugs à trahir leur propre père. Il y avait des thugs poucaves, les amis. Oui, évidemment, on achète qui on veut avec de l'argent, c'est bien connu. Même un thug. Les Britanniques ont également diffusé largement des rapports sur les thugs pour alerter la population et prévenir les voyageurs. À partir de ce moment-là, les gens vont être beaucoup plus méfiants et les thugs vont avoir beaucoup plus de difficultés à supprimer des voyageurs. Le plus célèbre des thugs, il s'appelle Behram. Il détient un record assez triste puisque c'est lui qui a tué le plus de gens. Donc Behram, c'est le chef d'une bande dans l'Uttar Pradesh moderne. Il aurait étranglé près de 931 personnes entre 1790 et 1840. Après son arrestation, il va être jugé et exécuté en place publique à Jabalpur en 1840. Après plusieurs siècles d'existence, l'ère des thugs, elle va prendre fin. Bien que le groupe ait été éradiqué, leur sinistre réputation, elle va perdurer. Le mot thug, qui est désormais utilisé dans de nombreuses langues à travers le monde pour désigner des individus violents ou des criminels, mais aussi le thug est devenu un symbole d'agression et de terreur, bien au-delà de ses racines historiques en Inde. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui connaissaient ce terme sans forcément connaître l'origine. Il existe aussi des gens qu'on appelle les Pindaris. Les Pindaris, eux, ils représentent une page méconnue et complexe de l'histoire de l'Inde, marquée notamment par la transition entre la chute des empires indigènes et la montée du pouvoir colonial britannique. Ils sont apparus principalement à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe, et ils opéraient surtout en Inde centrale. Mais c'était pas un groupe unifié, les Pindaris, c'était, voilà, ils étaient un peu disparates. C'était une sorte de collection de mercenaires et de bandits impliqués dans des raids et des pillages. Alors pour mieux comprendre leur histoire, c'est essentiel d'examiner également leur origine, leur activité, mais aussi leur déclin. Tout ça sous l'ombre de la domination britannique. Les Anglais étaient partout. La reine, monseigneur. Les Pindaris sont apparus à l'époque où le pouvoir central s'effondrait en Inde, notamment après le déclin de l'Empire mongol. Avec la fragmentation des structures politiques et l'apparition de multiples états régionaux et principautés en quête de domination, vous avez de nombreux soldats qui vont se retrouver sans emploi. C'est le chôme-du. Et qu'est-ce que font les gens quand ils sont au chômage ? Des bêtises. Et donc dans ce contexte de désordre et de guerre, vous avez certains qui vont se tourner vers des activités de mercenariat, ou même du banditisme pour survivre. Des bêtises. Et c'est ainsi que les Pindaris, en tant que groupe armé, ils vont commencer à prendre forme, à cause de chômeurs indiens. Donc les Pindaris, ils n'étaient pas issus d'une seule communauté. Leur composition a été très hétérogène. Elle regroupait des Maraths, mais aussi des musulmans, mais aussi des Rajputs, des Rajputs. Ils étaient parfois engagés par des dirigeants locaux pour leurs compétences militaires et opéraient aussi indépendamment, se livrant à des raids pour leur propre compte. Des pirates de version indienne. Alors que faisaient les Pindaris? Quelles activités incroyables ils avaient? Les Pindaris étaient principalement connus pour leurs raids qui ciblaient des villages, des caravanes commerciales et même des villes fortifiées. Grâce à leur grande mobilité et leur connaissance approfondie du terrain, ils frappaient rapidement et avec surprise, rendant leurs attaques difficiles à contrer. Ces raids, évidemment, ils semaient la terreur parmi la population locale, mais ils permettaient aux Pindaris de s'enrichir tout en perturbant les économies locales. Les activités des Pindaris, elles avaient des répercussions plutôt mitigées. Dans certaines régions, leurs raids et leur redistribution des richesses, ils pouvaient paradoxalement stimuler l'économie locale. Cependant, leur présence généralisée, elle engendrait souvent de la peur et un climat d'insécurité parmi les habitants. Évidemment, quand il y a des mecs complètement fêlés qui sont prêts à vous buter pour avoir votre peau en terre dans lequel vous chiez, t'es peut-être un petit peu en panique. Mais évidemment, comme toute bonne chose ont une fin, les Pindaris, à un moment donné, eh bien, leur déclin est arrivé. Avec l'extension progressive de son influence en Inde, la Compagnie britannique des Indes orientales, la bonne colonie anglaise comme on connaît, eh bien, elle va commencer à voir les Pindaris comme
une menace sérieuse à son contrôle, comme ceux qu'on avait vus avant, hein, les thugs. Les Pindaris, ils déstabilisaient certains territoires sous l'influence britannique, et leur raid entravait les efforts de colonisation. On est entre 1817 et 1818, et les Britanniques, ils vont mener une série d'opérations militaires coordonnées contre les Pindaris, connues sous le nom de, accrochez-vous bien à l'inventivité, guerre des Pindaris. Tout simplement. Ce conflit va marquer la fin de leur pouvoir. Les forces britanniques mieux organisées et équipées vont infliger une défaite décisive aux Pindaris. Ils vont réussir même à capturer le chef des Pindaris, et les Anglais, évidemment, ils vont le tuer. À ce moment-là, ils vont réussir à dissoudre les troupes de Pindaris un petit peu partout, et comme ça, ils vont gagner. Évidemment, dans l'eau, il y en a quelques-uns qui vont survivre, ils étaient cachés comme ça dans une motte de terre. Alors, soit ils vont rejoindre les rangs de l'armée britannique, soit ils vont retourner dans la vie civile, ils vont se faire un petit peu oublier. Le mec, on se dit gouiller 300 personnes. Non, c'est pas moi, je longe les murs. Mais, évidemment, dans tout ça, il y a toujours un héritage, il y a toujours un peu de crasse comme ça qui reste accroché. Et nous, on aime bien comme ça racler le bidet, comme ça, raclure de bidet, vous l'avez ? L'héritage des Pindaris, il demeure relativement ambigu et complexe. Si, aux yeux de beaucoup, ils sont avant tout perçus comme des bandits violents, eh bien leur existence, elle reflète aussi une période de transition majeure dans l'histoire de l'Inde. Leur activité, elle témoigne de la lutte pour le pouvoir à une époque où les structures traditionnelles s'effondraient, et où le colonialisme britannique s'imposait progressivement. Il y a un autre groupe indien que je voulais évoquer qui s'appelle les Dacoits. Je sais pas si je le prononce bien encore, c'est écrit comme ça. Les Dacoits. Les Dacoits, qui est un terme dérivé du mot hindi daket, qui signifiait bandit, sont en fait une catégorie spécifique de criminels qui ont sévi dans les campagnes indiennes pendant plusieurs siècles. À noter que leur histoire elle est profondément enracinée dans le tissu socio-économique de l'Inde rurale. Et leur présence, elle a laissé une empreinte durable sur certaines régions du pays, en particulier dans la vallée de Chambal, qui est devenue célèbre pour abriter ses gangs de hors-la-loi. C'est pour ça que dans certaines régions, il y a plus de bandits, finalement, c'est les enfants, les petits-enfants des bandits d'avant. Les racines des dacoits, elles remontent à plusieurs siècles. Bien que souvent associées à la colonisation britannique, les premières traces de brigandage rural en Inde, elles précèdent cette période. À l'époque mongole et durant les premiers royaumes indiens, vous avez des groupes organisés de bandits qui étaient souvent tolérés, voire utilisés par certains dirigeants locaux pour maintenir l'ordre ou créer des troubles dans des territoires voisins. Cependant, c'est sous la domination coloniale britannique que le phénomène des dacoits a pris une ampleur différente. L'appauvrissement rural causé par l'exploitation coloniale, oui parce que les Britanniques n'ont pas fait que des trucs incroyables, hein. C'est-à-dire que les gens en Inde qui mouraient de faim à la campagne, ils mouraient encore plus de faim après que les Britanniques soient arrivés. Mais aussi la politique fiscale britannique et la marginalisation des agriculteurs ont nourri la montée de ces groupes criminels. Les dacoits, ils étaient souvent des individus issus de castes marginalisées ou de groupes tribaux qui se tournaient vers le brigandage en réponse aux injustices sociales et économiques. Voilà, ils étaient pas contents qu'on vienne leur dire « Paye plus d'impôts, frérot !» Explosion ! Ils ont dit non, nous on va aller faire du brigandage. Et donc leur action, elle incluait des attaques très violentes contre des villages, également des caravanes et aussi de riches propriétaires. Les bandes de dacoits, elles étaient souvent hiérarchisées et très organisées. À leur tête, on trouvait un chef extrêmement charismatique et relativement redouté, dont l'autorité reposait sur la loyauté des membres du groupe, mais aussi sur sa capacité à diriger des raids réussis. Parmi les figures les plus célèbres, on peut citer Phoolan Devi, qui était surnommée la reine des bandits, qui est devenue une icône de la résistance avant d'abandonner le brigandage pour se lancer en politique. Il y a qu'un pas entre brigand et politicien, hein. La preuve, regardez. C'est comme si Jacques Méry, il devenait président de la République, quoi. Enfin, il est mort, mais voilà. C'est pas pour rien qu'on dit bandit en col blanc, hein. La structure des dacoits, elle pouvait varier d'un groupe à l'autre, mais ils se composaient généralement d'un noyau dur d'une dizaine à plusieurs dizaines de membres. La loyauté, le secret et la discrétion étaient des qualités primordiales au sein du groupe. Les chefs distribuaient les butins, assuraient également la protection des membres et imposaient un code d'honneur extrêmement strict. Bien criminels, certains dacoits étaient perçus comme des justiciers, luttant contre l'injustice, ce qui leur valait un certain soutien de la population. Pas tout le monde, mais un petit peu. Les dacoits étaient connus pour leurs méthodes extrêmement violentes et leurs tactiques de guérilla. À noter qu'ils attaquaient généralement la nuit et en faisant des embuscades. Les attaques, elles étaient soigneusement planifiées et les dacoits utilisaient souvent des armes rudimentaires, comme par exemple des épées, des lances ou des fusils. Bon, un fusil c'est pas très rudimentaire, mais c'était des vieux fusils bien pourraves parce qu'ils avaient pas trop d'argent. T'imagines, toi t'es là, t'es voyageur, t'as un mec qui t'attaque avec une épée, quoi, c'est chaud. Ces groupes de hors-la-loi, ils opéraient dans des zones reculées et difficilement accessibles, notamment pour la police, comme par exemple dans des forêts ou des collines, ce qui rendait leur attaque particulièrement compliquée
compliqué et pour les autorités. La vallée de Chambal, qui est une région très accidentée dans le nord de l'Inde, elle est devenue un sanctuaire pour de nombreux gangs de dacoits. Les formations géographiques complexes et la couverture naturelle, elle offrait une protection parfaite contre les forces de l'ordre. Le gouvernement colonial britannique, puis celui de l'Inde indépendante, ont mené des efforts intenses pour éradiquer les dacoits. Les forces de police étaient souvent déployées en grand nombre, accompagnées parfois de l'armée, dans des campagnes de répression contre ces bandits. Cependant, les autorités faisant face à plusieurs défis, notamment la géographie difficile, mais aussi la protection que les dacoits recevaient parfois des populations locales, mais aussi leur capacité finalement à se fondre dans la population. C'était un petit peu des caméléons comme ça, un peu sournois, avec des fois ils sortaient une épée comme ça, schlac, dans la forêt en Inde. Après l'indépendance en 1947, le gouvernement indien, il a intensifié ses efforts pour éliminer les dacoits. Vous avez des programmes de réhabilitation qui ont été mis en place pour encourager les membres de ces bandes à se rendre en échange d'une réinsertion sociale. Une espèce de CPE, mais pour les dacoits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à noter que cette approche, elle a donné lieu à des résultats plutôt mitigés. Non, parce que quand tu passes de tueur en série à peut-être vendeur McDonald's, c'est compliqué. L'un des tournants dans la lutte contre les dacoits a été l'opération Chambal, qui est une vaste opération de police, mais aussi de l'armée qui a été menée dans les années 50 et 60 pour nettoyer, comme il disait, la vallée de Chambal de ces bandits. Comme toute bonne chose ont une fin, les dacoits ont aussi eu une fin. Évidemment, au fil du temps, il y a plusieurs facteurs qui ont fait disparaître ces gens-là, notamment l'urbanisation croissante, parce que eux s'attaquaient principalement aux villages. Mais vu qu'il y avait des villes partout maintenant, bah ils avaient plus de quoi attaquer. Mais aussi l'industrialisation et le développement des infrastructures ont réduit les zones isolées où ces bandes pouvaient opérer en toute impunité. Les gouvernements successifs ont également investi dans le renforcement des forces de police, mais aussi l'amélioration des conditions rurales et la création d'emplois pour les groupes marginalisés. Ce qui va réduire les motivations des gens un peu paumés qui étaient sans emploi à devenir des tueurs en série pour voler des choses avec des épées. Aujourd'hui, il reste quelques groupes de dacoits, ils n'ont pas totalement disparu. Et évidemment, leur influence, elle est plus du tout ce qu'elle était comme à l'époque. Bonus, c'est pas une organisation criminelle indienne, mais c'est un truc tout aussi incroyable. Donc, les Agoris représentent une facette très mystérieuse et relativement radicale de la spiritualité hindoue. Ils sont ce qu'on appelle les acestes shavites, ou les shadus, qui suivent une forme extrême et non conventionnelle de l'hindouisme. Leur dévotion à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, ainsi que leur mode de vie hors du commun, les placent en dehors des normes traditionnelles de la société indienne. Évidemment, pour comprendre leur parcours, c'est important de se plonger dans leur origine, d'où ils viennent ces gens. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'il faut savoir que leur pratique, elle remonte à plusieurs siècles, voire millénaires. Les Agoris vont trouver leurs racines dans des sectes anciennes, comme les Kapalika ou les Kalamuka, et tout ça a émergé il y a très longtemps, c'était environ il y a 1500 ans. Ces groupes, ils étaient très connus pour leurs pratiques tantriques radicales, telles que le culte de divinités féroces, mais aussi l'utilisation de substances intoxicantes, mais aussi la réalisation de sacrifices, tout simplement. En fait, au fil du temps, eh bien, ces sectes du Moyen-Âge, du très loin Moyen-Âge, elles ont fini par fusionner et créer ce qu'on a vu les Agoris. L'un des personnages centraux dans la fondation de cette tradition, c'est Baba Kenraman. Lui, il est né en 1658 dans une famille de kshatriyas dans le village de Ramgarh, dans l'actuel Uttar Pradesh. Je galère beaucoup pour les noms. Et il est unanimement reconnu comme le fondateur de la tradition Agori. À noter que sa naissance, elle va être entourée de signes miraculeux, comme ils diront. Par exemple, il est né un jour considéré comme propice pour le culte de Shiva, mais aussi un autre signe un peu plus étrange. Ils ont vu qu'il avait toutes ses dents. C'est-à-dire que le fait qu'il ait toutes ses dents, c'est quelque chose de rare là-bas, donc ils ont considéré que c'était un demi-dieu. Apparemment, c'est signe de pouvoir spirituel d'avoir tous ces chicots. Mais il faut savoir que le récit de son enfance, il est tout aussi extraordinaire. Parce que Baba Kinaram, j'adore son nom, il ne pleura ni ne but le lait maternel pendant 3 jours après sa naissance. Et ce n'est qu'après la visite de 3 moines considérés comme des manifestations des divinités Brahma, Vishu et Shiva, qu'il commença à pleurer et à se nourrir. Et dès son plus jeune âge, apparemment, on pouvait voir des signes de forte spiritualité. Et à l'âge de 11 ans, il va quitter son foyer pour chercher un maître spirituel. Donc voilà, c'était un peu l'élu, c'était un peu le néo version indienne, qui allait un petit peu faire fusionner les anciennes sectes indiennes pour former l'Agori. Donc Baba Kinaram, il va rencontrer un mec qui s'appelle Baba Kaluram. Il y a beaucoup de Baba. Et donc ce Baba Kaluram, c'est un disciple du seigneur Dattatreya, qui va l'initier à la voie Agori, et lui enseigna les secrets de l'Agor Sharta. Notre Kinaram national, il va recevoir la bénédiction d'une déesse qui lui apparut dans une grotte à Balouchistan. On dit que cette déesse, elle va lui donner des mantras, mais aussi un crâne, qui sont les symboles essentiels dans la pratique des Agoris.
Donc la philosophie des agoris, elle repose sur la croyance en l'unité de toute chose. Ils adoptent une vision monothéiste du monde. Pour chaque agori, l'âme humaine, c'est l'essence de Shiva, la manifestation suprême de Brahm. Le but ultime des agoris, pourquoi ils font des trucs de fou qu'on va voir, c'est justement de se libérer de certaines choses comme la colère, la cupidité, etc. Tout ça pour atteindre ce qu'on appelle le Mosca. Alors c'est pas Mosca, c'est pas ça. C'est autre chose, voilà, c'est une espèce de nirvana différent. Et donc ils essayent d'atteindre comme ça une libération un peu spirituelle en faisant des choses de fou. Et donc pour réaliser cet objectif, eh bien les agoris vont adopter des pratiques qui vont évidemment à l'encontre des normes sociales. Oui, parce que manger des morts, c'est pas socialement acceptable. Leur mode de vie, il est centré sur l'idée que tout, y compris ce qui est considéré comme impur, est une manifestation de Shiva. Vous savez, en Inde, on brûle les corps au bord du Gange, et bah eux, ils y vont comme ça, ils vont demander des petits bouts de viande et ils mangent un petit peu des morceaux de gens comme ça. Tout ça dans le but de se libérer de ce qu'on a vu, la colère, cupidité, pour atteindre le moshka. Ils méditent parmi les morts, se couvrent également de cendres humaines et utilisent des crânes humains comme ustensiles. Tu peux en croiser un en train de manger ses chocs à pic dans un crâne humain, y a pas de problème. Évidemment, par-dessus tout ça, ils consomment également des substances interdites pour planer à 10 000. Et comme je vous l'ai dit, ils mangent de la chair humaine. Alors le but de manger comme ça des morts, on peut le dire, c'est pas par provocation ou pour faire réagir, c'est justement pour transcender les notions de pureté et d'impureté. Je sais que nous, occidentaux, c'est compliqué à concevoir. Je pense que même en Inde, il y a des Indiens qui doivent trouver ça un peu chelou. Et donc ces pratiques, elles sont perçues comme un moyen de purifier leur conscience et de transcender leur ego. C'est sûr que quand tu manges une guibole d'un mec en putréfaction, ton ego, il en prend un coup. Donc les agoris, eux, ils rejettent la dualité conventionnelle telle que le bien et le mal, la pureté et l'impureté, mais aussi la vie et la mort. Ils ont également certaines incantations où ils parlent de faire revivre des gens, enfin des choses un peu incroyables. En affrontant directement ces aspects de l'existence humaine, ils cherchent à surmonter la peur et l'aversion. Eux ne commettent pas d'assassinat comme on a vu pour les thugs, par contre ils mangent des cadavres. Et puis ils ont une vie très bizarre où vraiment ils rôdent, ils sont là, ils font des trucs chelous. Enfin que nous on juge chelou, mais après c'est vrai que manger des gens morts, c'est un peu bizarre. Notre Baba national, qui est à l'origine d'un petit peu tout ça, et bien comme je vous l'ai dit, il est considéré comme le premier maître de la tradition agori. C'est un petit peu le agori ultime, hein. Le dragon blanc aux yeux bleus qui mange des pieds morts. Et après avoir voyagé à travers l'Inde et effectué des miracles partout, il va s'installer à Varanasi, qui est la ville sacrée de Shiva, où il fonda son principal ashram, le Baba Kinaram Shtal, également appelé Krimkund. Les noms sont incroyables. Et donc il y établit ses principes et les pratiques de l'agor dans plusieurs de ses récits. Aujourd'hui, Baba Kinaram, il est honoré comme le fondateur de la lignée agori qui se perpétue à travers une succession de 12 maîtres spirituels. Le chef actuel de cette tradition, parce qu'il faut savoir qu'il y a un chef, il y a un grand chef, eh bien c'est Baba Siddharth Gautam Ram. Depuis Baba Kinaram, il y a eu 12 maîtres dans les agoris. Mais alors aujourd'hui, les agoris, comment ils sont perçus? Eh bien les agoris continuent de fasciner et d'intriguer, mais aussi de dégoûter un petit peu, bien que leur mode de vie soit souvent mal compris. Certains membres de cette secte, parce qu'on considère ça un petit peu comme une secte, ils sont réputés pour leur capacité de guérison, tandis que d'autres pratiquent l'alchimie spirituelle. Leur dévouement sans faille à la quête de la vérité spirituelle, souvent en opposition avec la société conventionnelle, les maintient évidemment en marge, puisque les mecs vivent presque dans des déchetteries. Le cul à l'air, c'est important de le préciser. Non, c'est quand même fou de vouloir avoir cette vie, quoi. Je veux dire, t'es là, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais aller sucer un tibia de mort ou je fais quoi? En fait, ce qu'il faut voir là-dedans dans les agoris, c'est que la spiritualité, elle peut emprunter des chemins qu'on peut considérer comme très étranges. Et que la quête de l'illumination, elle implique parfois la confrontation directe avec les aspects les plus sombres et effrayants de l'existence. Je pense que les agoris sont vraiment au top du top de la spiritualité étrange, hein. Pas sûr qu'il y ait plus étrange. Et merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis à très vite chez Bertouni. Pensez à vous abonner. L'abonnement est gratuit, il est pour tout le monde. Les petits et les grands, faites-vous plaisir. Merci à tous, au revoir.